Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le premier tour, c'est fini, on n'en parle plus. Bon, il y a eu quelques petites surprises. Non, pas tant que ça finalement, des petits accrochages, mais pas de surprise vraiment au final. On se penche sur les 4 derniers qualifiés, c'est tout de suite. Alors on commence par la série entre Washington et Atlanta. Bon, on se doutait bien que ça allait être une opposition un petit peu à l'avantage de Washington quand même, mais il allait quand même avoir un certain accrochage. Comme bonne série de playoffs, grosse défense, altercation, bien sûr, tout était là pour nous faire vibrer. On a bien vu que Paul Millsap et Markieff Morris ne passeront peut-être pas leurs vacances ensemble, à moins de vouloir se mettre des points sur la gueule, mais après ça les regarde. Mais si on revient à ce qui s'est passé sur le terrain, bon, les Washington Wizards ont quand même assumé leur statut de favori dans cette série, même s'ils ont été accrochés 4-2, notamment grâce à un très bon Dennis Schroeder qui a su élever son niveau de jeu dans les moments importants et porter son équipe aussi loin qu'il a pu, accompagné de Paul Millsap à qui, bon, on peut rien lui reprocher, hein, il s'est foutu sur la gueule avec Markieff Morris toute la série, il lui a pourri la série physiquement en tout cas, mais il fait ses stats et il a donné ce qu'il a pu. Après, bon, si on regarde du côté du pivot, un certain Dwight Howard, oh là là, c'est étonnant, il fait rien. Mais par contre, qu'est-ce qu'il ouvre sa grande gueule, hein? Putain. Du côté des gagnants, et ben évidemment John Wall, 30 points, 10 passes de moyenne sur la série. Bon, il a vraiment porté son équipe sur ses épaules, accompagné de Bradley Beal. On peut rien lui reprocher, notamment ses 42 points dans le match 6 pour qualifier les Wizards. Impeccable. On part à l'ouest pour l'affrontement entre les Spurs et les Memphis Grizzlies. Bon, c'est deux équipes qui ont plutôt le même style de jeu, qui est assez défensif, très collectif, et un tempo plutôt assez lent, donc ça veut dire que les possessions sont assez longues et qu'on n'est pas en train de courir à tout va sur le terrain. Bien évidemment, comme tous les ans en playoff, on voit que Tony Parker finalement n'est pas aussi vieux que tout le monde le pense, qu'il n'est pas cramé et qu'il a encore un petit peu de jus. Bon, c'est pas non plus un gars qui va te faire du 25 points par match, mais il a quand même du jus, il met ses accélérations, il sent bien le jeu. Donc grâce à un Tony Parker retrouvé, les Spurs n'ont pas eu trop de difficultés à battre les Grizzlies, donc 4-2 sur cette série. Mais si on doit quand même donner la palme du meilleur joueur, Kawhi Leonard, il est tout simplement exceptionnel. Il est exceptionnel des deux côtés du terrain. Franchement, je trouve ça vraiment très impressionnant parce qu'il a un niveau de justesse qui est hors norme. En témoignent ses stats, 31 points, 6 rebonds, 4 passes à 55% au tir. Bon, il n'y a quand même pas grand chose à lui reprocher. Et je vous rappelle quand même que 6 rebonds, 4 passes, c'est dans le système des Spurs. Donc c'est pas un système qui te fait faire des grosses stats comme dans d'autres équipes. Donc c'est vraiment à mettre en perspective. Je pense que s'il avait été dans un autre système qui valorisait plus les statistiques, il aurait très bien pu faire une série encore plus énorme. Du côté des Grizzlies, pas vraiment de surprise avec les blessures qu'ils ont subies tout au long de la saison comme assez régulièrement ces dernières années. Là, c'était Tony Allen qui était privé de playoff, donc c'est Vince Carter qui prenait sa place dans le 5 majeur. Bon, j'adore Vince Carter, c'est un de mes joueurs préférés, mais quand même, niveau rapidité, on voit bien qu'il pêche un petit peu. De son côté, Mike Conley, lui, n'a rien à se reprocher, il a fait tout ce qu'il a pu. 25 points, 7 passes décisives de moyenne. Bon bah voilà, il justifie son énorme contrat signé l'été dernier. Marc Gasol n'a pas été dégueulasse non plus, même plutôt bon. Zach Randolph, pareil, 6e homme qui a été replacé en titulaire pour essayer de pallier les absences, mais bon, c'est quand même trop juste face à l'effectif très fourni des Spurs. On repart à l'Est avec la fameuse série entre les Bulls et les Celtics, qui, bon, vous sentez bien, ça allait sentir un petit peu la poudre. Malheureusement pour les Celtics, leurs playoffs n'ont pas commencé de manière idéale. La veille du match 1, Isaiah Thomas, qui est leur meilleur joueur, a appris le décès de sa petite sœur de 22 ans dans un accident de voiture. Bien évidemment, toute son équipe s'est soudée autour de lui, mais quand même, on sait que niveau mental, c'est quand même compliqué de commencer à jouer des matchs importants de playoff, ou même tout simplement un match de basketball. En apprenant un décès, c'est vraiment très compliqué pour lui. En atteste les deux premiers matchs qui se sont soldés par une défaite à domicile. Donc le premier de conférence a été mené 2-0 sur son terrain, ça n'était jamais arrivé. Tout cela reposait sur la forme exceptionnelle de Rajon Rondo. Mais bon, comme souvent dans le sport, une blessure, hop, la dynamique change totalement. Rajon Rondo se blesse, fin de série pour lui. Et c'est là que les Celtics, ça change, 4 victoires d'affilée. On n'en parle même pas du dernier match, je pense que c'est même pas la peine. Ça a été une débâcle totale. Et c'est là qu'on a vraiment pu voir que les Celtics se sont vraiment tous soudés les uns aux autres et que leur collectif est vraiment très fort. Pour mettre en perspective ce que je disais niveau stats, on voit que Isaiah Thomas, qui tournait à 28 points de moyenne sur la saison,
sur cette série n'a tourné qu'à 23 points, à 43% au tir et 9 sur 45 à 3 points, ce qui ne fait que 20%. Ce qui justifie donc que le collectif a su élever son niveau de jeu pour pallier l'absence d'impact d'Isaiah Thomas. Côté Bulls, Jimmy Butler fait son travail, 23 points, 7 rebonds, on ne peut pas lui reprocher grand chose lui non plus, même si un petit manque de clutch attitude se fait ressentir. Dwayne Wade, n'en parlons même pas, dans le dernier match il ne met que 2 points. Est-ce qu'il va rester à Chicago pour l'intersaison? Je sais pas trop, même lui ne sait pas je pense. Et on va donc finir ce premier tour avec l'affrontement entre les Jazz et les Clippers qui est allé jusqu'au match 7 qui se déroulait donc hier soir. Alors si vous vous rappelez bien ce que j'avais dit, est-ce que j'avais parlé de choke des Clippers qui n'arrivaient jamais à quelque chose en playoff? Bah tiens, c'est bizarre, comment est-ce possible que ça s'est produit? Donc voilà, je vais pas refaire l'histoire. Comme tous les ans, un de leurs joueurs majeurs s'est blessé et une fois n'est pas coutume, Blake Griffin y est passé. Chris Paul a donc dû élever son niveau de jeu, il a fait ce qu'il a pu et je pense qu'il l'a plutôt bien fait. Enfin pour ma part, il a plutôt essayé de porter son équipe au maximum, mais ça reste insuffisant face à un Jazz qui a vraiment été très soudé, mené par un George Hill que du côté d'Indiana on disait qu'il n'était pas un meneur de jeu. Bah excusez-moi, je pense que Utah est tout à fait content de la qualité de George Hill en tant que meneur de jeu. Un Gordon Hayward qui prouve qu'il sait prendre ses responsabilités et mener son équipe. Lors du match 7, on a vu qu'il a notamment mis plusieurs shoots, pas forcément clutch, mais très importants pour garder la dynamique et ne pas laisser les Clippers recoller au score. La question à venir, c'est pour les Clippers cet été. On sait que Chris Paul et Blake Griffin devraient être free agents. JJ Redick lui aussi. Mais enfin, la plupart de leurs joueurs majeurs sont free agents. Donc il y aura sûrement un remaniement, même si la plupart des insiders disent qu'ils veulent jouer dans la continuité, refaire signer Chris Paul, Blake Griffin. JJ Redick ne sera pas possible, vu qu'il veut un gros contrat, il va sûrement partir, donc il sera remplacé. Personnellement, je pense qu'il va peut-être falloir regarder du côté de New York, Carmelo Anthony, chercher un nouveau souffle, parce qu'on voit bien que DeAndre Jordan, Chris Paul et Blake Griffin, ça fait 5 ans qu'ils se cassent la gueule en playoff. Bon, maintenant, il faut peut-être changer et tenter quelque chose de nouveau, quoi. De leur côté, Utah va donc affronter les Golden State Warriors au deuxième tour. Bon, je pense que s'ils arrivent à perdre 4-1, ça sera déjà une bonne performance pour eux. Bien sûr, je ne pouvais pas clôturer cette série sans parler de notre ami The Truth, Paul Pierce, qui a donc pris sa retraite hier soir. C'était son dernier match en carrière. Bon, on n'a pas vu non plus une retraite comme Kobe Bryant où ça a été vraiment très médiatisé. Non, lui, il l'a fait plutôt soft à sa manière. Il a salué le public. On a quand même eu l'impression qu'il prenait conscience que c'était la fin, donc il savourait chaque dernier instant de ce qu'il pouvait vivre sur un parquet. Et donc Paul Pierce nous quitte en tant que 10 fois All-Star, un des meilleurs joueurs de l'histoire de Boston Celtics, qui représente vraiment l'image de la franchise. Il me semble qu'il est 15e meilleur scoreur all-time. Bon, c'est quand même une petite performance, ça classe un homme. Donc vraiment respect à lui, très belle carrière et j'imagine qu'on le reverra autour des terrains de basket, ça ne me fait pas peur. Ça en est donc fini pour ce premier tour. Maintenant on va passer au deuxième. Donc je vais vous donner vite fait mes petits avis. On a pu voir hier soir que Boston était affronté à Washington. Washington a commencé le match d'une manière assez violente en leur mettant 20-3. Mais ensuite ils se sont écrasés totalement. Donc Boston a gagné avec une marge de 10-15 points il me semble. Donc voilà, Boston assume son statut de numéro 1 de la conférence et mène 1-0 dans cette demi-finale à l'Est. Ce soir à l'Est encore, Toronto affronte Cleveland. Bon, je pense que Cleveland devrait passer dans cette série eux aussi et donc affronter Boston j'imagine en finale de conf. Même si je pense que Boston et Washington auront plus de mal à se départager, je verrais bien un 4-2, 4-3. Alors que bon, Cleveland-Toronto, j'imagine qu'en 4-1, 4-2 peut-être si les Cavs sont pas vraiment incisifs. Mais je vois pas Toronto accrocher vraiment Cleveland. À l'ouest, Golden State sera opposé à Utah. Bon, comme j'ai dit, je vois un 4-1, voire même 4-0 si vraiment les Warriors sont en forme. De toute façon, contre les Warriors en ce moment, il n'y a pas grand chose à faire. Donc espérons pour eux qu'ils accrochent au moins un. Et dans la dernière affiche, c'est bien sûr les Spurs face aux Rockets, qui est une affiche totalement opposée niveau style de jeu. Les Rockets qui sont tout pour l'attaque vont affronter les Spurs qui sont un collectif très fort en défense. J'ai un petit peu du mal à me prononcer, même si j'estime que les Spurs, avec leur expérience, devraient gagner. Mais je sais pas si ça peut être une série serrée ou non. Pour moi, je verrais bien les Spurs gagner 4-2. Mais on sait jamais, si ça se passe très bien à domicile, ça peut aller très vite avec un 2-0. Ils prennent un match à l'extérieur, peut-être 2, et ça peut finir en... Je sais pas, mais bon, je verrais les Spurs quand même 4-2, allez, je me lance. Comme toujours, n'oubliez pas, je me répète,
Les pouces en l'air, ça me fait énormément d'argent. Là, je gagne actuellement 2,5 milliards par mois. Donc continuez, c'est grâce à vous. Je sais, je suis égoïste, je ne vous reverse rien. Merci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on se reverra pour le deuxième tour. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, passez une bonne semaine. Salut tout le monde!